Bonjour à tous et bienvenue ou bienvenue sur ma chaîne La Bibliothèque d'Emilia. Aujourd'hui on va faire un update lecture et il était temps parce que j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 romans. 10 romans à vous présenter. Décidément, vous l'avez vu, l'été c'est vraiment une période où je lis beaucoup. Après, il y a de l'audiobook et surtout il y a 3 romans qui font partie d'un challenge 4 jours, 4 livres que vous avez vu mercredi sur ma chaîne. Et du coup, bah forcément, j'ai pris des petits livres, donc c'est le but. Il est assez conséquent et de toute façon, il était temps que je le fasse parce que sinon le bilan de la fin du mois va être énormissime. Alors on va commencer dans l'ordre et je vais vous parler d'une petite BD que j'ai lue. Il s'agit du Festival du Dragonté. Donc c'est le 2e tome écrit par Kay O'Neill et c'est publié chez Bliss Éditions. Et je vous avais dit dans un précédent vlog, je crois, c'est sûr, c'était pour le mois de la fantasy, que j'avais beaucoup aimé le premier tome. Je suis très relou avec les BD et les graphiques parce que j'ai du mal à être transportée. Il faut vraiment que le dessin me plaise plus. Voilà. Sinon j'arrive pas à être dedans quoi. Et là, c'est tout choupé comme tout, c'est beau. Regardez-moi ces couleurs. C'est très minimaliste aussi, le dessin, le trait, et j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est un préquel du premier tome, du coup on suit pas les mêmes personnages, à part 2 personnages que du coup on suit. On sait grâce à ces personnages que c'est un préquel du coup, mais c'était très sympa. C'est toujours une histoire de personnes qui cultivent les feuilles de thé sur des petits dragons tout mignons et qui en font du coup du thé tout simplement. Et là on a l'introduction d'un dragon, mais un dragon de niveau supérieur en gros, qui peut prendre forme humaine, voilà, qu'il n'y a pas des feuilles de thé qui lui poussent dessus. Et c'est son histoire avec une jeune fille, leur acceptation mutuelle, le fait de se faire confiance, enfin, voilà, c'était tout choupi. Ensuite, j'ai lu un livre qui est sorti mercredi. Il s'agit, enfin mercredi pour vous quand vous verrez cette vidéo, il s'agit de The Prison Healer de Lynette Noni, publié donc en français chez Hachette Roman. Et moi, je l'ai dans la version Fairyloot, toujours très belle comme d'habitude. C'est la version VO. Que j'avais reçu il y a un petit moment et je m'y étais pas mise, mais quand j'ai appris qu'il allait sortir en français, j'avais envie de le lire pour vous donner un avis assez rapidement, pour vous donner soit envie de l'acheter, soit vous convaincre qu'il était peut-être pas fait pour vous. Pour le coup, j'ai vraiment aimé cette lecture. On va suivre une jeune fille qui s'appelle Kiva et qui est en fait une soigneuse dans une prison. Elle a passé quasiment toute sa vie en prison, elle a été prise quand elle était toute petite, son père est mort en prison et du coup depuis elle a un petit peu ce rôle de soigneuse, voilà. Et un jour il va y avoir la reine des rebelles en gros qui va arriver dans la prison un petit peu pas trop bien en point et qui va se faire un honneur de la soigner, et surtout elle a été condamnée à des épreuves sur le thème des éléments parce que la famille royale possède la magie des éléments et du coup c'est un petit peu difficile d'en survivre quand vous n'avez pas la magie des éléments. Et c'est sûr qu'elle va mourir en fait. Du coup Kiva, elle décide de se porter volontaire pour les épreuves à sa place, sachant que si elle survit, non seulement elle sera libérée, mais du coup vu que la reine des rebelles est liée à son sort, la reine aussi sera libérée. Donc voici un petit peu l'histoire de The Prison Healer, qui est un début de trilogie. Et c'est de la fantasy young adulte et franchement c'était trop bien. Alors moi déjà j'aime beaucoup les épreuves de base dans les livres, c'est un thème qui vraiment me touche particulièrement. Et là j'ai trouvé que c'était vraiment sympa parce qu'elles étaient bien faites. En même temps le héros était pas tout puissant et ça c'était vachement cool. Il y a des intrigues politiques qui sont très intéressantes dans ce livre et notamment au niveau du développement. Je vous en dirai pas plus, mais la révélation de fin fait sens et en même temps surprend un petit peu sur certains points. Voilà, j'en dirai pas plus. J'ai adoré les personnages de Kiva et Jaren qui sont un espèce de... une romance qui va quand même, qui prend son temps. Je dirais pas que c'est du slow burn, mais c'est pas non plus du insta-love. Voilà, c'est une romance qui est bien construite, je trouve, dans toute l'intrigue du roman. Et leur relation vraiment est particulière, je peux pas vous en dire trop sinon je vous donne des éléments de l'intrigue. Mais c'était vraiment une lecture très sympa. Pas un coup de cœur phénoménal, mais des retournements de situation très intéressants, très surprenants.
une intrigue qui va vite et qui est assez continue sur tout le long. Il n'y a pas vraiment de trou en fait, de moments de flottement entre toutes les actions. Vraiment c'était une super lecture. J'ai adoré, c'était pas un coup de cœur mais je vous le conseille, franchement c'est une série que je vous conseille. Je peux vous dire aussi que si jamais vous comptez la lire en VO, c'est assez accessible. Voilà, c'est possible, il n'y a pas de souci. Mais c'est sorti chez Hachette, donc si jamais vous voulez la lire en français, c'est déjà disponible. Voilà. J'essaierai de lire le deuxième tome, bon, pas trop longtemps, mais je sais pas encore quand est-ce que j'aurai le troisième tome en ma possession, et du coup j'ai pas trop envie de lire les deux tout de suite, et puis me passer trop de temps avant que le troisième tome ne sorte. Donc voilà, c'était une bonne lecture. Ensuite, j'ai lu Labyrinthe de Franck Tillier, donc c'est sa dernière parution et c'est aussi le troisième tome de la saga avec le manuscrit inachevé, Il était deux fois et donc Labyrinthe. Alors en effet, il y a des éléments qui relient aux deux tomes, c'est vrai, et je pense que c'est mieux de tous les lire, mais vous pouvez totalement le lire tout seul, clairement, je pense que c'est pas un problème ça. Au contraire, ça vous sera peut-être plus surprenant, il y aura peut-être plus d'intrigues, vous vous dire what, c'est quoi ce délire, alors que quand on les a déjà lus, ben ça fait un peu moins d'effet on va dire. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Bah déjà en fait on va suivre on va suivre à peine. On commence en fait avec une détective qui va parler avec un psychologue qui va lui dire que la victime qui refuse de parler lui a raconté toute une histoire avec plusieurs femmes, que c'est très important, il faut qu'elle écoute toute l'histoire. Voilà. On commence là-dessus, sachant qu'il y a un meurtre en gros qui a été commis et à côté de la victime il y a une personne sans visage tellement elle avait été rouée de coups. Voici un petit peu l'intrigue. Mais c'est vraiment les premières pages, puis après on part vraiment dans complètement autre chose. Je sais pas si je vous l'avais dit, mais je pensais que les critiques du style c'est du vu et revu, Franck Tillier recycle un petit peu tout ce qu'il a fait, je le ressentirais pas parce que j'ai pas lu beaucoup de Franck Tillier, je n'ai lu que les deux premiers tomes de la trilogie du manuscrit inachevé, et du coup je me suis dit bah, c'est bon, ça va aller. Et franchement j'ai été déçue. Voilà, j'ai pas trouvé que ce tome était incroyable, j'ai trouvé que en effet les twists étaient évidents. Moi dès la première page en fait j'ai compris ce qui allait se passer et du coup j'étais pas du tout surprise par la fin parce que en fait tout le long je me suis dit ah oui non mais c'est ça, ah oui non mais c'est ça, ah oui non mais c'est ça, et au final j'avais raison. Du coup quand la révélation est tombée j'étais là genre mais encore, à quel moment tu as pu me surprendre monsieur Tillier? En fait c'est même pas qu'une histoire de chercher la petite bête parce qu'on sait forcément qu'il y a un twist, c'est que en fait ces indices sur le twist sont beaucoup trop gros, c'est évident en fait, c'est tellement évident que du coup vraiment j'ai pas été surprise. Et puis en fait c'est le seul vrai élément de surprise dans ce livre, et tout le reste en fait c'est plutôt combler les trous de questions qui ont été laissées en suspens dans le manuscrit inachevé et Il était deux fois. Et du coup sans cet élément de surprise qui fait que du coup vous vous dites waouh à la fin du livre, et ben c'est plus ouais une espèce de bouche-trou j'ai trouvé, et j'étais vachement déçue parce que d'habitude Franck Tillier me retourne le cerveau et je me dis ah non mais oh mais quel génie, mais quel comment j'ai pas pu voir ça, c'était devant mes yeux, mais là du coup c'était trop devant mes yeux en fait, tout simplement. Donc un peu déçue, franchement un peu déçue. Je lirai quand même les autres de ces ouvrages parce que je me rappelle que les deux premiers je les ai adorés, et surtout que j'ai entendu que Puzzle par exemple c'était un truc de fou, donc je vais vraiment me pencher notamment aussi sur ses futures parutions, mais c'est pas parce que j'ai pas aimé une parution de l'auteur que je ne vais pas aimer les autres, voilà c'est plus ça. Du coup je lirai quand même, mais voilà ça a été un peu une déception, ne nous mentons pas. Ensuite est venu le temps de parler de mon coup de cœur de ces débuts du mois d'août. Il s'agit de This Vicious Grace de Emily Field. Donc c'est ma version Fairyloot comme toujours, hein, souvent avec mes VO. Et celui-là n'est pas encore sorti en français tout simplement parce qu'il vient tout juste de sortir en anglais. C'est une fantasy young adulte d'inspiration italienne. Et franchement ça a été une super bonne surprise. Je l'écoutais en audio et j'avais trop du mal à m'arrêter. J'ai pas du tout suivi
vous savez, les limites qu'on se fixait chaque jour dans le book club, parce qu'en fait il était trop bien. Donc on suit Alessa qui est une Finestra. En gros c'est un canaliseur d'énergie qui va amplifier les pouvoirs de ce qu'on appelle les Fonte. C'est justement ces personnes avec des habilités particulières, voilà, des dons vraiment particuliers, pour affronter ce qu'ils appellent le Diverando, qui est un petit peu l'apocalypse, version attaque de démons. En gros c'est ça. Et du coup leur rôle depuis leur naissance c'est de se trouver, de se marier pour pouvoir affronter en fait les monstres au moment venu et sauver donc le pays, voilà, tout ça. Sauf que Alessa, son gros problème, c'est que ses 3 premiers maris, en fait, en les touchant, elle les a tués au lieu d'amplifier leur pouvoir, donc elle est un petit peu dans la panade. Hein. Et au moment de choisir son 4e Fonte, elle tombe sur Dante, qui est un petit peu le bad boy par excellence, mais au cœur tendre. C'est le book boyfriend qu'on a tous envie d'avoir. Il est drôle, il est sarcastique, il est genre tatillon, mais aussi un peu, on sent qu'il est sensible, qu'il est romantique, voilà. Vous avez compris, c'est un garçon qui fait tomber les cœurs. Et évidemment, ils vont se rapprocher parce qu'elle va l'embaucher comme garde du corps. Il va se nouer une relation trop mimes entre eux, vraiment trop chou. À la fois avec du sarcasme, mais aussi au final trop mignonne. Et j'ai vraiment adoré leur relation, j'ai trouvé qu'elle était vraiment belle. J'ai beaucoup aimé le personnage d'Alessa qui m'a énormément fait rire. Mais tout ça pour dire que ça a été un réel coup de cœur, ça a été vraiment une très bonne lecture. Où j'étais là à chaque chapitre en mode oh non mais qu'est-ce qui se passe, c'est pas possible. Bref, c'était vraiment... C'était pour moi une très bonne fantasy young adulte. Et en plus c'est un début, ce qui est... pas généralement le cas avec les auteurs qui font des débuts, mais bon du coup celui-là était vraiment très bien, donc je vous le conseille. Si jamais vous lisez en VO, il est très accessible. Vous aurez plus de problèmes avec les mots en italien, mais en même temps ils sont expliqués les mots en italien. Donc vraiment si jamais vous avez envie de découvrir un peu la VO, je vous le conseille. C'est une très bonne fantaisie d'inspiration italienne, on adore, on n'a qu'une envie, c'est de prendre un limoncello et de siroter pendant la lecture. Ensuite, très rapidement, parce que je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de personnes qui ne sachent pas de quoi parle Harry Potter et la coupe de feu. Hein, voilà, je pense que même si vous n'avez jamais lu ou même vu Harry Potter, je pense que vous savez de quoi ça parle. C'est ce jeune garçon orphelin qui a survécu au sort le plus mortel du plus mortel des méchants et qui découvre qu'en fait c'est un sorcier et qui va à l'école de magie. Donc ça c'est le 4e tome. C'est le tome sur le tournoi des 3 sorciers et c'est vrai que c'est pas mon tome préféré, mais c'était très agréable de faire la relecture, tout simplement parce que c'est à partir de ce tome là je trouve où il y a tellement d'éléments que pour faire les films ils ont été obligés de cutter plein de choses, notamment dans ce livre il y a des éléments très importants que je trouve au niveau par exemple de la salle, donc la société de libération des elfes, voilà, il y a un mot, le A, oui, le A, je sais pas ce que c'est. Bref, c'est la Société de Libération des Elfes qui est créée par Hermione et qui rend vraiment ce personnage, comment dire, qui se bat pour ses convictions, qui lui donne un peu plus de texture et de matière, je trouve. Et c'est tout un pan en fait de l'histoire qui n'est pas du tout abordé dans le film, mais en même temps c'est là que les livres ont commencé à faire des grosses pavasses et pour le peu de temps à l'écran on pouvait pas tout mettre. Mais aussi il y avait aussi plein de détails sur les épreuves qui n'étaient pas forcément révélés dans le film et du coup ça a été un plaisir pour moi de relire cette bricasse que au final je me suis enfilée en 3 jours. Mais je connais l'histoire par cœur et voilà, c'est... Tenez à le dire, je suis pas du tout d'accord avec les propos que l'autrice a pu porter. Je pense que c'est nécessaire de le dire quand même. Bref, on va pas en parler pendant 10 minutes. Hein. Puis en plus, vous savez tous de quoi ça parle, donc je vais passer à la suite. J'ai lu Profondeur de l'océan de Louise Braswell, donc publié chez Hachette Heroes. Et donc c'est le Twisted Tales concernant Ariel. Et c'est un de mes amis qui me l'avait offert l'année dernière pour mon anniversaire, donc je suis très contente de l'avoir lu. Les Twisted Tales et moi, c'est une histoire d'amour des amours.
C'est-à-dire que je suis très relou. Clairement, je suis relou avec les adaptations estampillées Disney, parce que pour moi, si jamais le caractère du personnage est trop éloigné du Disney, ça va pas. Bah, moi je considère que si c'est estampillé Disney, il faut respecter en fait le personnage, il faut qu'il ressemble à ce qu'on connaît à ce moment-là, sinon on fait des réécritures qui n'ont rien à voir et qui sont très éloignées, style Murmure de l'océan par exemple, pour ne citer qu'une seule réécriture de La Petite Sirène. Et du coup, Liz Braswell, je l'avais déjà lu dans celui de Peter Pan que j'avais détesté, pour moi c'était pas du tout possible. Et du coup j'avais très peur parce que j'adore Ursula. Et Vanessa, c'est un personnage que vraiment j'ai toujours adoré, et du coup j'avais très peur qu'il soit massacré et que Ariel aussi soit massacrée, donc j'y suis allée un peu genre. Et au final, très bonne surprise, elle n'a pas du tout reproduit les schémas de Peter Pan, les personnages sont vraiment très conformes à ce qu'on connaît d'eux, bien qu'ils aient notamment Ariel pris en maturité, parce que les années ont passé, mais c'est dans une démarche très logique et qui reste quand même conforme au personnage qu'on connaît. Dans cette histoire, à la fin de La Petite Sirène, Ursula s'est mariée avec Eric et elle a emprisonné le roi Triton sous sa forme là de petite algue visqueuse. Et Ariel, pour la punir, on la force à devenir la reine d'Atlantica, parce que ses sœurs considèrent que c'est sa faute, qu'il faut un petit peu qu'elle nettoie ses erreurs quoi. Et du coup, on voit une Ariel qui a été forcée de prendre en maturité, qui a été forcée de penser à autre chose que sa petite personne. Et c'était très plaisant, tout était cohérent. Il y avait quelques petits trucs, bon, je me disais, bon, genre les attaques des autres royaumes, mais ça passait bien, ça passait vraiment bien. Et au final, j'ai trouvé que l'intrigue allait bien ensemble, qu'il y avait certaines scènes qui reprenaient un peu le schéma narratif de La Petite Sirène, et j'ai beaucoup aimé. Et au final, Vanessa était toujours aussi délicieusement, outragement méchante et un peu drama queen, voilà, comme je l'aime. Donc vraiment, c'était une bonne surprise, puisque, comme je vous l'ai dit, les Disney et moi, en lecture, ça passe ou ça casse, et là, c'est passé. Alors, c'est pas le livre de l'année, hein, voilà, mais une bonne surprise. Donc j'étais très contente que mes personnages soient bien respectés dans Profondeur de l'océan. Ensuite, j'ai lu Comme dans un roman d'été d'Emily Henry, c'est publié chez Pocket et à la base chez Le Cherche Midi. C'est une romance un peu de Enemies to Lovers, où on va suivre deux écrivains qui font face en fait au syndrome de la page blanche, et c'est terrible pour eux, ça se comprend en même temps. January, elle est écrivaine de, on va dire, de romans pour femmes, voilà. Avec, vous savez, les happy ends, c'est pas forcément des romances, mais c'est de la littérature féminine. Et elle apprend à l'enterrement de son père qu'en fait il avait une maîtresse et une autre maison dans une ville, et c'est la maîtresse de son père qui vient lui donner les clés de cette maison, et du coup elle n'arrive plus en fait à écrire de happy end, enfin elle n'y arrive pas, elle est bloquée, et donc elle va se rendre dans cette maison où elle va retrouver un ancien camarade d'université qui s'appelle Augustus, qui lui est un auteur qui écrit de la littérature de genre, la littérature américaine, grand drame, un peu comme notre littérature blanche à nous, et qui lui aussi fait face à un syndrome de la page blanche. Et en fait, au début, ils se détestent un petit peu, surtout qu'ils étaient en compétition quand ils étaient à la fac, et ils décident de se lancer un pari, c'est que chacun doit écrire un livre à peu près dans le genre de l'autre. Alors quand je dis à peu près, c'est-à-dire que Augustus va pas vraiment écrire un roman féminin, mais il doit écrire une happy end, et elle doit écrire justement une fin triste. Donc il se lance ce petit défi, et puis étonnamment l'inspiration vient. Parce que ils s'apprivoisent, parce qu'il y a des choses dans leur vie qui font que ça coïncide, que ça les inspire, et voilà. Donc c'est un Enemies to Lovers qui parle de livres, donc déjà de bons points. Et surtout, j'ai trouvé que cette romance, en plus d'être toute mignonne, d'avoir envie de shipper les deux personnages, d'être là genre mais mettez-vous ensemble, qui est bien écrite, qui est rythmée, voilà, c'est la trame narrative fait sens, ça, enfin voilà, pour moi c'est une bonne écriture,
une bonne lecture, mais en plus de ça, je trouve que le fait qu'il y ait des sujets très très durs qui soient abordés dans ce livre, ça amène la romance à un autre niveau. C'est pas que un livre de romance, il y a des sujets un peu plus durs sous-jacents. Alors c'est pas la plus grosse majorité du livre, hein, parce que la plus grosse majorité du livre ça reste de la romance, mais c'est de la romance intelligente à mon sens. Donc voilà, c'est un petit poche. Donc, si jamais vous avez envie d'une lecture pour cette fin d'été, rapide, sympa, qui soit romantique, mais pas niaise, je vous le conseille vraiment. Pour moi c'est de la très bonne romance. Voilà, c'est vraiment sympa. Et ensuite on va rentrer dans les livres que j'ai lus ces 3 derniers jours, parce que je suis en train de faire actuellement là 4 jours 4 livres, puisque j'avais pris mon vendredi et que le lundi est férié. Et j'ai pas fini le dernier livre, donc je vais vous parler que des 3 premiers, mais je vais vous en faire un retour un petit peu plus rapide que les autres, puisque vous avez vu peut-être le vlog qui est sorti mercredi, où je détaille un petit peu mes lectures. Donc je vous mets le vlog ici si jamais vous voulez le voir, et puis on va parler de ces lectures. Alors en premier on va parler de Rose Rebelle de Emma Thériault, publié chez Hachette Heroes. Donc j'ai lu deux listes à la suite quasiment. Je m'en étais même pas rendu compte. C'est une nouvelle saga de Queen's Council où en gros on va suivre les héroïnes après la fin du film, quand elles doivent faire face à leurs obligations royales, on va dire. Donc là on va suivre Belle qui vient tout juste d'épouser le prince, qui est donc une princesse. Voilà, elle essaye de trouver sa place dans un monde qui au final n'est toujours pas en accord avec ce qu'elle est, puisque elle est un peu partagée, parce que à la fois c'est une princesse mais aussi elle vient d'un monde très rural et elle a du mal à se voir en princesse et à s'accommoder de certaines coutumes, voilà, royales on va dire. Et voilà, c'est encore une Belle qui se cherche, qui ne trouve pas sa place nulle part. Ça, un petit peu redondant par rapport au film, mais pourquoi pas. Et surtout, ils rendent visite au duc de Vincennes, qui est le cousin du prince. Et à Paris, la révolution gronde, donc la révolution française, avec la prise de la Bastille, tout ça. Et en fait, la révolution va un petit peu, comment dire, déteindre sur leur principauté, parce qu'à la base c'est une principauté. Et on va suivre donc Belle qui essaye de naviguer au milieu de tout ça avec un nouveau méchant qui est assez évident, mais je vous dirai pas qui c'est, mais c'est très évident. Et j'ai été très décontenancée parce qu'il y a une très grosse partie sur la Révolution, et bien que ça fasse partie du sujet, j'ai trouvé que ça prenait une trop grosse place au début du roman sur l'histoire de Belle en fait, tout simplement. Et ça m'a un petit peu gênée, voilà, ça m'a un petit peu dérangée. Après, ce que j'ai bien aimé dans le livre, c'est qu'il y a une trame narrative qui essaye de reprendre les moments un peu clés de La Belle et la Bête, tout en les retranscrivant dans cette nouvelle histoire qui en est la suite. Et il y a des petits clins d'œil, notamment la prise du château, vous savez, quand les villageois attaquent la bête. Enfin, voilà, il y a des petits parallèles qui sont très sympas et qui sont bien faits. J'ai trouvé que globalement le personnage de Belle était assez bien respecté. Il manquait un tout petit peu d'affirmation, je pense d'elle-même. Elle est trop dans le doute par rapport à la Belle qu'on a l'habitude de connaître. Mais c'était quand même globalement assez bien respecté. Et il y a une absence quand même du prince qui pour moi est un peu problématique, puisque pendant très longtemps on ne le voit pas et ça m'a un petit peu dérangée. Au final, ce que je dirais sur ce livre, qui m'a aussi été offert par une de mes amies l'année dernière à mon anniversaire, c'est que c'était très sympa, il y a de l'idée, mais ça m'a pas convaincu à 100%, c'était pas waouh quoi. Je pense que ça fait pas partie de mes réécritures préférées des collections Disney. Mais c'était pas mal. Voilà, c'était une lecture un petit peu, comment dire, divertissante. Je pense qu'on peut dire ça. C'était divertissant, voilà. Ensuite, on va passer à un roman qui a été un gros coup de cœur. Il s'agit de Désenchanté de Marie Vareille, publié chez Charlestown. C'est son dernier titre et c'est la première fois que je découvre la plume de Marie Vareille, autrement que dans des petites nouvelles de Noël. Et j'ai acheté ce livre
Et le lendemain, je l'ai pris, je l'ai lu parce que je ne pouvais pas attendre. Ça faisait longtemps qu'il était dans ma pile à lire, mais tant qu'il n'était pas physiquement chez moi, j'arrivais à ne plus y penser. Et quand je l'ai eu dans ma pile à lire, je me suis dit il faut que je le lise. En plus, il était tout petit, donc il rentrait tout pile dans le challenge. Et du coup, on va suivre l'histoire de Sarah Leroy, qui est une jeune fille qui a disparu il y a 20 ans, je crois, dans une petite ville du Nord. Et en fait, sa disparition a fait vraiment un tapage un peu médiatique, tout le monde était au courant de cette histoire, tout le monde se demandait ce qui s'était vraiment passé, puisque la personne qui a été arrêtée n'a pas arrêté de clamer qu'elle était innocente et on n'a jamais retrouvé le corps. Et on va suivre Fanny qui en gros a été la grande sœur d'une amie d'enfance de la jeune fille qui est disparue, qui elle est à Paris, qui a une belle fille avec qui elle s'entend pas du tout, sa mère vient de mourir et en gros sa boss lui dit je veux un papier sur l'affaire Sarah Leroy sinon t'es virée. Donc du coup elle profite de l'enterrement de sa mère pour revenir dans cette petite ville et pour explorer toutes les pistes car elle-même n'était pas convaincue que le meurtrier qui a été arrêté ait vraiment réalisé ce meurtre. Du coup, on va suivre à la fois l'histoire de Fanny et en parallèle aussi un peu Lilou qui est sa belle-fille dans le présent. Et en quinconce, on va avoir les articles que Sarah écrit. Alors je vous dis pas exactement quand elle les écrit, sinon je vous gâche un petit moment de lecture, mais qui retrace toute l'histoire de Sarah quand elle était toute petite, de sa rencontre avec Angélique, la sœur de Fanny, jusqu'à sa disparition. Et voilà, et c'était prenant, c'était beau, il y a des sujets très très durs qui sont abordés dans ce livre, mais qui sont, pour ma part, je trouve magnifiquement relatés. C'est une plume addictive qu'on a envie de lire, c'est une plume qui nous fait vivre beaucoup d'émotions, et pendant tout le long du livre, j'étais un peu au bord voilà, des émotions, mais j'avais pas été encore transportée, on va dire, et les 40 dernières pages, je crois, 40, 30, j'ai pleuré pendant tout le long parce que c'était une montée progressive d'émotions qui ont eu un climax en fait. Et tout a coulé, voilà, ça s'est déversé, ça ne s'est pas arrêté et j'ai trouvé que c'était vraiment une magnifique histoire, très touchante, dure mais belle à la fois. Et c'est une histoire d'amitié, c'est une histoire je pourrais pas vous dire de quoi d'autre c'est une histoire parce que sinon je vous spoil, mais c'est vraiment une très très belle histoire. Voilà, je vous conseille, si vous n'avez jamais lu Marie Vareille, vous pouvez commencer par celui-là. Enfin moi je n'ai pas lu les autres, mais parce que celui-là est magnifique. Je comprends d'autant plus tous les retours dithyrambiques sur ce livre parce que vraiment ça a été une claque d'émotion, une claque de beauté, de douceur, de moments durs. Voilà, c'était très beau, je vous le conseille. Et enfin le dernier livre que j'ai lu, pour le moment que j'ai fini dans ce challenge 4 jours 4 livres, il s'agit de De Brindilles de Shannon Maguire, publié chez Pygmalion. Et il s'agit donc du second tome de la saga des enfants indociles, mais chaque livre peut se lire un peu séparément. Et celui-ci c'est le préquel qui suit Jack et Jill, qui sont deux jumelles qu'on voit dans le premier tome, qui sont pas forcément les personnages principaux mais pas trop secondaires non plus. Et du coup en fait on connaît déjà la fin de ce livre, parce qu'elle nous explique dans le premier tome comment en fait elles ont été bannies de leur monde, ce qui s'est passé, enfin on apprend, on sait. Donc il n'y a pas de surprise dans ce livre, il n'y a pas de fin où on ne sait pas où on va. En fait on sait où on va. Et ce que je disais dans l'update juste avant, parce que j'ai tourné juste avant la petite update pour le vlog justement sur ce livre là, c'est que l'important c'est pas la fin mais c'est le chemin. C'est l'ambiance, c'est le monde, on a envie de connaître ce monde dans le tome 1 en fait, il est tellement bien décrit qu'on a envie de le connaître. Et là on l'approfondit, on a approfondi la psyché des personnages, on approfondit le pourquoi les personnages en sont arrivés là où ils en sont au premier tome. On apprend vraiment à connaître Jack et Jill vraiment en profondeur, on comprend pourquoi, parce que c'est très peu abordé dans le tome 1, pourquoi elles ont toutes les deux changé radicalement de style quand elles sont arrivées dans ce monde, parce que leurs parents leur avaient imposé des standards, des conformités. Ils voulaient que Jill soit le garçon manqué et Jack soit la petite princesse, et ils les ont formatés. Ils n'avaient pas le droit chacune n'avait pas le droit de faire les mêmes choses que l'autre. Et en fait quand elles se sont retrouvées dans ce monde imaginaire, ce monde parallèle, elles se sont
affirmé. Voilà, elles sont devenues qui elles voulaient être. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'elles sont devenues qui elles voulaient être, et c'est dit dans le livre, parce qu'on les a forcées à être quelqu'un d'autre. Et en fait, ce qui est implicitement, à moitié implicitement, expliqué dans ce livre, c'est que si jamais depuis l'enfance elles avaient été libres de faire leur propre choix, elles seraient très certainement les mêmes, et un mix des deux. Voilà, un mix de ce qu'elles deviennent toutes les deux. Mais le fait d'avoir été tellement privées de certaines choses fait qu'elles ont toutes les deux voulu être complètement l'inverse. Mais que si on les avait laissées être qui elles voulaient dès le début, elles ne seraient sûrement pas devenues les personnes qu'elles sont aujourd'hui. Je sais pas si ça fait sens. Bref, c'est une allégorie de l'identité, de l'affirmation de soi et aussi de l'influence en fait de ce qu'on peut vivre sur qui on devient et pas forcément qui on est à l'intérieur de nous, parce que forcément il y a des choses qui nous modulent, il y a des choses qui nous font, et voilà. C'était vraiment une petite bulle de lecture, c'était un moment de lecture, ça se lit très rapidement, ça se lit en une fois, hein, c'est le but. C'était très sympa, j'ai préféré le premier tome quand même, mais je suis très curieuse de savoir où va nous emmener le troisième tome et comment on va continuer la série. Donc voilà, c'était vraiment une très bonne lecture. On arrive à la fin de cette date lecture. Vu que j'ai eu des problèmes de caméra, je sais même pas combien de temps il fait. J'espère que ça va pas me prendre trop de temps à monter. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est le livre qui vous fait le plus envie. Je vous rappelle que The Prison Healer est sorti mercredi et que pour moi c'était vraiment une fantasy young adulte qui valait le coup, parce que j'aime de moins en moins la fantasy young adulte, enfin j'aime de moins en moins. Je suis de plus en plus sélective et de plus en plus difficile avec la fantasy young adulte, mais du coup celui-ci je vous le conseille vraiment, je pense que c'est un ouvrage vraiment sympa. Dites-moi quel autre livre a pu vous tenter dans ce petit panel de lecture un peu varié de ce début de mois d'août. Comme je vous l'avais dit, hein, pendant l'été je lis beaucoup. En même temps il fait chaud, on ne peut pas trop sortir, enfin voilà, c'est plein de choses qui font que on lit beaucoup en été. Et voilà, en attendant, comme d'habitude, je vous souhaite de merveilleuses lectures et je vous fais des bisous.